On va revenir sur ce score historique de l'AfD, le parti d'extrême droite, 20,8%, soit 2 fois plus qu'il y a 4 ans, en 2021. Cette formation d'extrême droite, elle devient la deuxième force politique du pays, la première force d'opposition. Grande victoire, on peut dire carton plein finalement pour l'AfD. C'est vrai qu'on peut considérer l'AfD comme le grand gagnant de cette campagne. En même temps, le paradoxe là, c'est que le parti ne peut pas encore vraiment faire grand-chose concrètement parlant. C'est-à-dire qu'il ne va pas jouer un rôle pour la formation d'un gouvernement, même si ce que le parti réclame. Il dit d'ailleurs que c'est maintenant un Volkspartei, ce parti de rassemblement, parti traditionnel. Et il faut effectivement se poser la question qui peut être encore catalogué ainsi, parce que l'SPD est passé dans les 16%, donc est en dessous de cette barre symbolique des 20%. Donc il se pose toute une question en fait d'une reconfiguration du paysage politique dans l'ensemble. Mais dans tous les cas, oui, l'AfD est le grand gagnant. Et je pense que la stratégie derrière, c'est de monter crescendo pour pouvoir prendre le pouvoir plus tard. Ce n'était pas encore vraiment l'aspiration du parti à l'heure actuelle, il faut être réaliste, de présenter le chancelier ou la chancelière. Alors l'immigration, et notamment tout ce qui est immigration illégale, se sont imposés pendant cette campagne. L'AfD, justement, s'en est servi, notamment toutes les attaques terroristes qui ont lieu ces derniers mois, celle de la semaine dernière aussi à Munich. C'est vraiment quelque chose qui a été vraiment pris par l'AfD et ça a été leur cheval de bataille pendant toute cette campagne. Finalement, ils n'ont parlé que de ça. On peut dire qu'en quelque sorte, c'est une sorte de cadeau électoral pour l'AfD qui, comme vous le dites, a dans son ADN ce sujet de l'immigration, même si, à la base, initialement, le parti qui a été fondé en 2013 misait plutôt sur les sujets économiques, parce que c'est un parti qui était fondé par des économistes universitaires, libéraux, donc on était plus proche dans l'électorat CDU ou FDP, donc le Parti libéral-démocrate, mais il s'est radicalisé de plus en plus au fil des années, notamment depuis la crise réfugiée. Donc c'est clair que ça, c'est la thématique principale. En même temps, ce qui est curieux un peu de constater, c'est qu'on a bien vu, quand on regarde les sondages avant les incidents, donc déjà en novembre, décembre, que l'AfD caracolait déjà dans les sondages. Donc on ne peut pas vraiment voir, en effet, de sursaut considérable suite à ces incidents. On aurait pu s'attendre à un gain encore plus considérable pour l'AfD. Ça n'a pas été le cas. Donc ça veut dire peut-être aussi que les gens qui votent pour l'AfD pour ces raisons-là, que l'AfD a en plus saturé son socle électoral à travers cette question. Il va falloir montrer qu'ils seront capables aussi d'avoir un programme en fait dans d'autres domaines politiques, notamment le volet économique qui est extrêmement important pour l'Allemagne aussi. Le volet économique, on y reviendra dans un instant. Un mot également par rapport à ce score de l'AfD, c'est un avertissement justement pour les conservateurs. Vous en parliez juste avant. C'est vraiment, il faut qu'ils fassent attention parce que... Absolument, c'est la grande crainte maintenant. Le gouvernement qui sera formé, il y a vraiment cette obligation d'être délivré en fait. Friedrich Merz l'a rappelé à plusieurs reprises. Si là, le gouvernement qui sera mis en place n'arrive pas à résoudre les problèmes du pays, c'est-à-dire la relance de la croissance et éviter un déclin industriel de l'Allemagne, qui est un pays fortement industrialisé, la question migratoire, la question de la sécurité intérieure, la question des infrastructures, comment investir dans les infrastructures. Il y a bien d'autres sujets, la question climatique aussi, mais qui était un peu reléguée au deuxième ou troisième plan. Si on n'arrive pas à résoudre ces problèmes, c'est l'extrême droite qui va pouvoir capitaliser là-dessus, parce qu'elle a des réponses plutôt simplistes à apporter, mais qui séduit une certaine partie de l'électorat. Alors quand on voit la carte des partis qui sont arrivés en tête dans les différentes circonscriptions, on voit que l'Allemagne est profondément divisée. À l'ouest, en gros, il y a la CDU, à l'est, l'AfD. Ça n'a pas vraiment changé finalement ? Exactement, et on a bien déjà vu, on a eu une première idée lors des élections régionales en fait qui se sont tenues en automne 2024, donc ça ne fait pas longtemps. Et là, on pouvait vraiment déjà repartir la carte géographique de l'Allemagne en deux. On voyait vraiment que tous ces Länder de l'Est, ils étaient l'AfD est parti premier parti, voire deuxième. Et là, en fait, on voit à l'échelle fédérale que dans tous les Länder,
l'AfD passait premier parti, ce qui n'a pas encore été le cas en 2021. Il a toujours été fort, bien sûr, en Allemagne de l'Est, mais il a réussi à siphonner des voix du SPD, qui était aussi fort dans certains Länder, et aussi, bien sûr, de Die Linke et de la CDU. Donc, il siphonne vraiment les voix de tous les partis, n'importe lesquels. En fait. Et plus quoi, la classe ouvrière, Exactement. ceux qui sont menacés par la désindustrialisation. Ce qu'on voit quand même, et c'est intéressant aussi de faire la comparaison avec la France, on disait souvent que l'extrême droite, c'est que des gens plutôt qui sont menacés d'une certaine précarité. C'était un peu moins le cas encore pour l'Allemagne, c'est plus aussi des classes moyennes. Comme je disais, initialement, le parti était fondé donc, par des universitaires libéraux. Donc il y a de ça aussi, mais là, dans les sondages qui ont été effectués après le vote, on voit clairement qu'il y a la plus grande partie des ouvriers et la plus grande partie de ceux qui sont au chômage ont voté pour l'AfD, ainsi que les abstentionnistes. Donc ils ont aussi réussi à mobiliser les abstentionnistes. Il faut rappeler aussi que justement le taux de participation était extrêmement... Plus de 80%. Ça, 82 et quelque chose. Ça, plus de 80%, voilà. C'est du jamais vu quasi. On l'a déjà vu, c'était avant la réunification en fait, qu'on a eu en Mais taux... depuis la réunification. Exactement, donc ça fait plus que 35 ans qu'on n'a pas eu un taux de participation à ce point. Ça veut dire que cette élection, elle polarise, elle mobilise. Alors, la coalition, si elle s'organise comme on le pense, c'est-à-dire CDU-CSU avec le SPD, est-ce qu'ils pourront gouverner face à l'AfD, qui sera donc quand même très présente dans ce Bundestag? Oui, donc effectivement, il y a donc maintenant cette option qui se dessine à l'horizon, qui est quand même l'option la plus probable. Si on s'était entretenu hier, ça aurait été beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'autres options, notamment une coalition à 3 qui aurait été éventuellement nécessaire finalement. Avec notamment ces petits partis qui n'ont pas réussi à atteindre les 5% difficile pour pouvoir à intégrer le expliquer, Parlement mais en allemand. fonction du nombre de partis présents au Bundestag ou non, vont être repartis les sièges à travers la deuxième voie, donc la proportionnelle. Finalement, il n'y a pas le FDP et la BSV. Mais pour revenir à votre question, sur la coalition, ils vont pouvoir s'asseoir sur une majorité, mais elle n'est pas très confortable. Donc, ils auront 328 sièges. C'est ça. Et il en faut 316 pour avoir la majorité. Ça veut dire 12 sièges de plus, non 14. Et donc c'est une majorité assez juste et en fait surtout il ne possède pas d'une majorité 2/3 pour pouvoir réaliser en fait des réformes qui devraient passer par une réforme constitutionnelle, comme ça serait par exemple le cas avec la question épineuse de l'assouplissement du frein à l'endettement. Alors, Friedrich Merz a déclaré vouloir constituer un gouvernement dans les 2 mois. Est-ce qu'il est trop ambitieux quand on sait qu'en 2021, Olaf Scholz avait mis 2 mois et demi et Angela Merkel, en 2017, elle avait mis 6 mois? Oui. Après, il faut rappeler qu'en 2021, on faisait face à une situation un peu insolite parce que c'était la première fois dans l'histoire de la République fédérale qu'on devait faire avec 3 partis. Et à l'époque, ça s'organisait complètement différemment parce qu'on avait les Verts d'un côté et le Parti libéral-démocrate qui n'a pas réussi à faire sa rentrée au Bundestag, qui étaient en quelque sorte les faiseurs de roi. Donc, ce n'étaient pas les 2 partis qui avaient les scores les plus hauts, mais ils savaient qu'ils avaient ce rôle de véhicule qu'ils pouvaient jouer. Donc, ça veut dire que les deux, ils se sont d'abord mis d'accord au préalable avant d'entamer les coalitions, les pourparlers de coalition avec le SPD. Maintenant, c'est un peu différent. C'est à la CDU, CSU d'inviter à ces pourparlers d'abord exploratoires, puis de coalition, et c'est au SPD reprendre. Et c'est quand même très probable que ça se fasse. Évidemment, avec 2 partis, c'est beaucoup plus simple, mais le terrain est un peu miné parce qu'il y a un manque de confiance qui s'est installé, notamment depuis ce vote qui a été effectué entre la CDU-CSU avec les voix de l'AfD. Donc, cette question de la rupture du fameux cordon sanitaire en Allemagne, ça a plutôt porté préjudice aux relations entre le SPD et la CDU, parmi bien d'autres raisons qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer. Alors, on voit Friedrich Merz derrière vous. On va regarder justement qui est cet homme et on y revient. Nous sommes en octobre 2018. Dans un discours aux allures de campagne, Friedrich Merz se lance dans une course à la présidence du parti de droite, l'Union chrétienne-démocrate. Je suis prêt à prendre la tête de mon parti par passion personnelle, par goût de la politique et par conviction profonde de ce qui nous lie les uns aux autres. Nous pouvons façonner un projet. Avec la CDU, nous pouvons renforcer la cohésion de notre société. Mais Merz échoue à prendre la tête de la CDU, un scénario qui se répétera à nouveau en 2021.
Pour le candidat, ces revers ravivent un douloureux souvenir, celui de sa mise à l'écart de la présidence du parti par Angela Merkel 20 ans plus tôt. En 2022, Merz accède enfin à la tête de la CDU. Je remercie les délégués qui ont voté pour moi et ceux qui ne l'ont pas fait. C'est un défi de taille que de poursuivre le travail des chrétiens démocrates avec détermination et avec cœur pour ce mandat. Il cherche à se démarquer de l'héritage de Merkel. Issu d'une famille catholique, Friedrich Merz penche plutôt à droite de la droite et a toujours pensé qu'il correspondait mieux à l'électorat de la CDU. Farouche opposant à l'immigration, Merz fustige la politique d'accueil mise en place sous Merkel en 2015. Nous avons un grand cœur mais des moyens limités. J'aurais aimé que quelqu'un dise cela en 2015 ou 2016. Une telle situation ne peut pas se reproduire. Pour faire passer ces lois plus strictes sur l'immigration, Merz n'hésite pas à aller chercher des voix du côté de l'extrême droite, un parti encore paria il y a quelques années en Allemagne. En faisant sauter ce verrou historique, il déclenche des manifestations massives dans le pays. Merz s'attire les foudres de l'opposition et essuie même des critiques au sein de son propre parti. Sur le plan économique, Merz défend un programme axé sur une baisse des impôts. Multimillionnaire ayant fait carrière dans la finance, l'homme fort de la droite est également pilote et le leader de la CDU se dit prêt à prendre les commandes de la première économie d'Europe. Alors justement, notre journaliste finit en parlant de l'économie. Est-ce que c'est l'homme de la situation? L'Allemagne, elle est en récession pour la deuxième année consécutive. La croissance est en berne, les exportations en baisse, les investissements étrangers sont en recul. Que peut faire ou que va faire Friedrich Merz? Oui, c'est une bonne question et c'est quand même un des sujets centraux aussi pour cette campagne, même si ça a été un peu relégué au deuxième plan par le sujet de l'immigration. Friedrich Merz, il s'inscrit dans une lignée plutôt classique, ordo-libérale, qui s'inscrit à l'idée du marché social. Donc il faut libérer les forces du marché, c'est un peu l'idée que prône la CDU. Et pour ce faire, il dit qu'il y a beaucoup trop de charges qui pèsent sur les entreprises. Il faut le comparer un peu à l'international. L'Allemagne figure dans les pays avec des charges effectivement qui sont relativement hautes, autour de 30%. La CDU veut les faire baisser à autour de 25% à travers différents impôts qui seront donc allégés. Après, il s'est posé justement la question comment financer tout cela. Donc, il y a plusieurs instituts économiques assez renommés qui ont dit que c'est un programme qui ne sera pas contre-financé. Mais justement, il dit aussi faire des coupes budgétaires et de regarder de façon assez drastique. Ça rappelle un peu ce qu'on connaît avec l'administration Trump, qu'il faut regarder toutes les dépenses et couper massivement. Donc ça restera à voir, notamment avec un partenaire de coalition qui sera donc probablement le SPD, qui mise beaucoup sur le social, qu'il n'y ait pas de coupe dans la retraite. Donc là, il va y avoir des luttes. Alors jouer l'équilibré sans doute pour Friedrich Merz. Mais dans tous les cas, ça c'est une chose, donc d'alléger tout ce qui est impôt. Il faut bien sûr aussi relancer la croissance à travers une débureaucratisation. Donc là aussi, c'est l'idée d'enlever les charges, mais à travers une numérisation des processus. Donc ça, ce sont des éléments clés, mais bien sûr aussi investir dans les infrastructures, mais il mise plutôt sur des fonds privés. Donc on se demande comment il veut lever ces fonds privés, de l'épargne qui ne sera pas suffisamment utilisée, mais moins sur des subventions massives comme le prône justement le SPD. Alors, ces élections législatives, elles ont eu lieu à la veille du 3e anniversaire de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine. Et quelle est la position du futur chancelier en ce qui concerne ce conflit ? Donc je pense que cette dernière ligne droite de la campagne, elle était effectivement un peu bouleversée par ces annonces faites notamment par le vice-président J.D. Vance lors de la conférence de sécurité à Munich. Parce qu'en fait, la CDU, c'est un parti qui est fortement ancré dans l'idée du transatlantisme. Et en l'occurrence, Friedrich Merz, lui-même, il faisait partie de la Atlantikbrücke, le pont transatlantique. Donc c'est une association pour les relations transatlantiques. Donc il est fortement transatlantiste. Donc il faut voir comment donc, cette dépendance que l'Allemagne affiche clairement dans la politique de défense et aussi dans la question du soutien militaire vis-à-vis de l'Ukraine, à quel point il va trouver les moyens d'augmenter massivement les capacités de défense à la fois de l'Allemagne mais bien sûr aussi de l'Union européenne. Dans tous les cas, c'est sa volonté. Oui, parce qu'il est plutôt pour cette Europe de la défense que prône d'ailleurs Emmanuel Macron depuis des années. Exactement. Donc dans ce domaine-là, on peut s'attendre
s'attendre à un réalignement entre la France et l'Allemagne, sachant que bien sûr l'Allemagne faisait déjà partie des pays qui soutenaient le plus l'Ukraine, mais en même temps il y avait souvent cette critique perçue de la part de la France vis-à-vis du chancelier Olaf Scholz, qui était perçu comme le chancelier de la paix, Friedenskanzler, d'être un petit peu réticent, notamment par rapport à la livraison des missiles à longue portée Taurus, mais aussi à la question éventuellement d'envoyer des troupes sur le sol ukrainien. Donc sur ces positions-là, Friedrich Merz est un peu plus affirmé, même s'il a bien fait attention de ne pas trop détailler ses positions le dernier temps. Donc ça, c'était un peu curieux. Notamment sur l'envoie des troupes. Il exactement. a dit que c'était un peu prématuré pour exactement. l'instant. Et donc je pense qu'il faisait attention, il avait un peu peur d'être encore plus ferme sur ces sujets-là pour ne pas perdre des voix. Est-ce que ça a joué ou est-ce que c'était la bonne stratégie? C'est la grande question. Donc il y en a ceux aussi qui disent que finalement, s'il avait été plus ferme, il aurait peut-être pu faire plus de points. Donc on ne le saura jamais. Non, ça on ne saura jamais, ça c'est sûr. En tout cas, est-ce que ça veut dire que le couple franco-allemand va reprendre un peu de sa superbe, si je puis dire, sachant qu'on sait qu'avec Olaf Scholz, c'était pas toujours au beau fixe. C'était pas toujours au beau fixe. Et là, on a l'impression que entre Friedrich Merz et Emmanuel Macron, ça devrait en tout cas rouler plus droit et il devrait y avoir une meilleure entente. Il y a eu un premier échange fin 2023, ce qui était plutôt inhabituel parce que normalement le chef de l'opposition n'est pas forcément reçu par le président de la République française. Et d'un point de vue purement atmosphérique, ça s'est très bien passé. À la suite, Merz, quand il a eu une interview, a dit que les relations franco-allemandes, c'est une affaire de cœur. Et il a martelé dans son discours qu'il a donné à la Körber-Stiftung dans le nord à Hambourg, en Allemagne, fin janvier, où il a dit que le moteur franco-allemand, il faut vraiment le relancer. Mais il a apporté une précision. Il a vraiment mentionné aussi l'importance du triangle de Weimar. Donc je pense, en plus, comme il y a la présidence de la Pologne au Conseil de l'Union européenne, il va miser à la fois sur le franco-allemand, mais il va essayer d'inclure le maximum d'autres partenaires, notamment de l'Allemagne de l'Est. Donc on va voir s'il va y avoir des petites crises de jalousie, si j'ose dire, entre le couple franco-allemand d'un côté et cette question de comment s'y prendre avec les pays baltes, avec la Pologne. Mais pour l'instant, c'est plutôt complémentaire. Et pour créer peut-être cette fameuse, encore une fois, défense, Europe de la défense. Et pour ça, la Pologne est évidemment extrêmement importante, tout comme les pays baltes. Un mot sur l'influence américaine lors de ces élections. L'AfD a bénéficié tout au long de sa campagne du soutien d'Elon Musk. Il a d'ailleurs encore tweeté dans la nuit de samedi à dimanche, juste avant les élections AfD. On peut dire que ça a eu un impact ? Oui et non. Alors, quand on regarde les reposts et toute la performance, si vous voulez, de l'AfD dans les réseaux sociaux, ils ont vraiment monté en gamme et ça, c'est clairement grâce à Elon Musk. Mais quand on regarde purement les scores, comme je disais déjà en novembre, décembre, le parti de l'AfD était déjà affiché autour des 20%. Donc, il n'y a pas eu un sursaut. Donc, depuis cet échange fameux entre Elon Musk et Alice Weidel début janvier, on n'a pas pu voir un énorme changement dans les sondages. Donc, on a un peu l'impression que quoi qu'il se passe, l'électorat AfD est assez convaincu, assez déterminé à voter l'AfD, peu importe ce qui se passe, mais l'AfD n'arrive pas à mobiliser davantage. Ça veut dire aussi que finalement, là on parle d'Elon Musk, ça veut dire aussi que finalement l'extrême droite et ce qui se passe avec Donald Trump, Elon Musk, ça n'a pas encore complètement atteint, on peut dire, l'Allemagne dans un certain sens. Ça n'a pas encore suffisamment pris, c'est peut-être pas non plus la préoccupation principale, ce que pensent les Américains lors d'une élection nationale des Allemands. Toujours est-il qu'il y a cette stratégie qu'on peut observer, qui est un peu nouvelle quand même par rapport aux États-Unis, sachant que l'AfD regardait d'un œil plutôt hostile les États-Unis, mais il faut bien sûr dire aussi qu'il y avait Joe Biden auparavant. Mais il y a cette stratégie de l'internationalisation, de s'asseoir sur une autorité de plus en plus internationale. Donc c'est à la fois sur le sol européen, en essayant de convaincre de nouveau les patriotes pour l'Europe, où siège le Rassemblement national, qui ne voulait pas de l'AfD lors des élections précédentes, lors des élections européennes en mai 2024, avec Viktor Orban aussi, que Alice Weidel a rencontré. Mais l'extrême droite en Europe, elle reste encore parcellée, elle reste encore divisée. Donc ça restera à voir à quel point justement il va y avoir un changement de paradigme aussi au sein de l'Union européenne, au sein du Parlement européen, suite à cette victoire, il faut le dire, fulgurante de l'AfD qui a doublé son score.